un bateau du Vendée Globe Challenge qui, là, c'est terminé, enfin c'est terminé, je pense qu'il y a encore des concurrents qui arrivent peut-être, je ne sais pas, mais voilà, on a pu le suivre ces derniers mois. On se rend compte qu'en fait les bateaux, alors soit ce sont des bateaux qui sont réutilisés et revendus pour d'autres concurrents, alors ils sont rétrofités entre guillemets, on vient leur apporter peut-être des appendices, on vient mettre des foils, on vient mettre différentes choses, on vient les rendre plus performants, soit ce sont des bateaux qui sont conçus de A à Z. Et un bateau qui est conçu de A à Z, il n'est pas conçu dans les 3 mois juste avant le départ du Vendée Globe Challenge. Hein. Il est conçu bien en avance, dans le but de pouvoir en fait maîtriser le bateau également largement plusieurs mois avant le départ. Et on anticipe énormément et on va faire ces choix-là, ces choix en fait de performance, parfois avec des fibres qui coûtent très très cher ou des moyens qui coûtent très très cher. Mais gagner le Vendée Globe Challenge, c'est énormément de bénéfices pour les sponsors, hein, et donc ils sont prêts à payer le prix d'avoir le bateau le plus performant possible. Alors c'est pas que le bateau, il faut aussi le skipper qui va avec, hein, mais il faut avoir le matériel le plus performant possible. Et là, on peut mettre le prix pour avoir le bateau le plus performant. Il y a quelques années, j'avais pu visiter l'un des constructeurs de ces bateaux, et j'avais été surpris de voir qu'en fait les fibres qu'ils utilisent vont au-delà des performances aéronautiques. Pour certaines pièces, ils utilisent des fibres qui sont utilisées habituellement que pour des produits dans l'aérospatial. C'est des fibres qui sont avec des raideurs qui sont très très grandes et qui sont vraiment très chères. Et ils vont les utiliser parce qu'ils savent que ça va faire la différence derrière. On va avoir une réelle différence entre un bateau conçu de cette façon-là et un bateau qui serait plutôt fabriqué avec des fibres un peu plus standards. Hein. Donc ça, c'était vraiment un marqueur de ce secteur haute performance. On passe maintenant de l'autre côté. L'autre côté, le secteur de la grande diffusion, et on va insister sur les différences en fait, entre ces deux secteurs. Maintenant que vous avez bien compris comment fonctionne le secteur de la haute performance. Eh bien, le secteur de la grande diffusion, pour voir un peu comment ça fonctionne, on va se mettre dans la peau d'un ingénieur de bureau d'études qui se trouve chez un constructeur automobile. Alors, pas un constructeur automobile comme Aston Martin, hein, plutôt un constructeur automobile qui fait des voitures de segment A, B, qui sont plutôt des petits modèles produits en très grande série. Alors, comment va faire ce constructeur? Déjà, ce constructeur, il veut effectivement avoir un véhicule qui fonctionne, et le cycle de développement d'un véhicule est beaucoup plus court. En fait, dans le secteur automobile, vous imaginez être cet ingénieur, votre responsable vient vous voir et vous dit voilà, pour le projet là de tel véhicule, il faudrait qu'on sorte la conception de la façade avant technique pour hier. En gros, vous avez 15 jours, hein, c'est ça que ça veut dire, pour sortir la conception de la façade avant technique de la voiture en question. Alors, ok, 15 jours, pourquoi pas. Vous avez avec vous l'expérience des modèles précédents, vous en fabriquez beaucoup, donc vous avez un retour d'expérience aussi sur ce qui marche pas, et vous vous lancez dans la conception de cette façade avant technique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la façade avant technique, c'est une pièce qui va se situer derrière le bouclier avant. Donc sous le bouclier avant, enfin ce que vous appelez peut-être le pare-choc de la voiture, vous avez ce qu'on appelle une poutre de choc qui peut être souvent métallique ou en composite. Et derrière cette poutre de choc, vous avez la façade avant technique qui va permettre de fixer les optiques de la voiture, de fixer un certain nombre d'éléments. Donc on s'approche beaucoup on est très proche du moteur, hein, donc ça doit être des pièces qui résistent quand même aux températures et à l'environnement sous capot. Mais voilà, c'est une pièce qui est très fonctionnalisée. Et donc, vous partez sur une matière que vous avez l'habitude d'utiliser, qui a été utilisée pour les projets précédents. C'est un polyamide, une base polyamide, ou une base polypro, à la limite, peu importe, qui est injectée, tout dépend en fait des sollicitations que vous avez derrière, et qui est renforcée avec des fibres de verre courtes.
Donc, vous travaillez sur ce matériau et vous faites les simulations qui vont bien. Vous faites à la fois donc une conception, une simulation en termes de rhéologie, donc pour voir comment la matière va s'écouler pour fabriquer la pièce. Cette rhéologie va avoir un impact sur l'orientation des fibres à l'intérieur de la pièce. Vous faites de la simulation mécanique, de différentes sollicitations pour respecter les différentes contraintes du cahier des charges. Ça va très vite, hein. Vous avez très peu de temps pour faire toutes ces simulations, donc vous basez vraiment sur votre expérience pour sortir cette pièce. Et vous êtes content de vous, vous avez quelque chose qui fonctionne, et là, débarque dans votre bureau un autre acteur de cette entreprise. Qui est-ce qui débarque dans votre bureau à ce moment-là? Au moment où vous avez presque fini. C'est pas votre chef hein, qui est content de votre travail. C'est un acheteur. Est-ce que vous avez déjà rencontré des acheteurs? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un acheteur? Non? Personne ne sait? Alors, il n'achète pas pour revendre. En fait, l'acheteur dans l'entreprise, c'est la personne qui va être en charge d'acheter notamment la matière première qui va permettre de fabriquer, là dans le cadre de la voiture, de fabriquer les pièces. Et donc, il va l'acheter au coût le plus faible possible, bien sûr, puisqu'il y a une rentabilité derrière qui va être importante pour la voiture. Et puis, comme vous comprenez que là, il y a des quantités considérables de voitures qui vont être produites, quelques centimes d'économiser sur la matière, eh bien, ça peut à la clé être quelques millions d'euros sur la production. Hein, donc l'acheteur va, en fait, son rôle, ça va être de faire le tour des fournisseurs et puis de négocier les prix pour les tirer au plus bas et pour pouvoir acheter la matière avec le coût le plus faible. Donc l'acheteur débarque dans votre bureau et vous dit « Ah pas plus tard que la semaine dernière, j'ai discuté avec des fournisseurs, je les connaissais pas, on s'est rencontrés dans un salon, alors c'était avant la crise sanitaire, hein, ce que je vous raconte, parce que c'est un peu impossible maintenant. On s'est rencontrés dans un salon professionnel, ils m'ont présenté leurs produits et je dois dire que je suis impressionné. C'est un produit, alors, tu sais, la matière qu'on utilise là pour faire le modèle. Alors l'acheteur, il faut savoir qu'il n'est pas forcément dans la technique, hein, il peut avoir une connaissance assez vague de la technique. Et, tu sais, le produit là qu'on utilise pour ce qu'on met derrière le pare-choc là de la voiture avec le verre à l'intérieur, ils font la même chose. Ils font la même chose, mais alors c'est 2 fois moins cher. Ils m'ont montré, ça a l'air super. Moi, j'aurais dit OK. Je leur ai demandé de nous approvisionner une première quantité et puis on va faire des tests. On se lance là-dessus. Alors vous regardez un peu l'acheteur de manière incrédule en disant mais moi j'ai fait tous mes calculs avec la matière qu'on connaît. Et puis l'acheteur vous dit mais si ils m'ont confirmé que c'est la même matière, regarde, ils m'ont même donné la fiche fournisseur, regarde les valeurs, c'est exactement les mêmes que celles qu'on utilise pour les autres modèles, voilà, par contre je la paye 2 fois moins cher. Alors qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Comment vous réagissez? Alors, on teste la nouvelle matière. Il n'y a pas le temps. Il faut sortir la pièce. Non, je plaisante, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, bien sûr, vous allez être obligé d'essayer de caractériser en fait cette nouvelle matière. Alors, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Voilà, vous payez la matière 2 fois moins cher. La fiche fournisseur vous donne des valeurs qui sont identiques. Qu'est-ce que vous risquez? Exactement. Donc, vous risquez qu'effectivement que la pièce ne tienne pas le cahier des charges. Alors, si les données fournisseurs sont en partie équivalentes, souvent les fournisseurs s'arrangent pour faire ça dans des conditions bien particulières.
Et puis votre pièce, vous savez que les sollicitations sont sévères, et donc si ça se trouve, la pièce en question, au bout de 3 ans, il faudra remplacer toutes les pièces sur tous les véhicules parce qu'il y aura une fissure qui se sera créée et que ça ne fonctionnera pas. Donc bien évidemment, c'est un problème de pouvoir introduire une nouvelle matière. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, pour introduire ce nouveau fournisseur, il va falloir bien sûr faire des tests. Donc, vous allez faire sortir des pièces avec les deux matières, la matière que vous connaissez bien, et puis la matière de ce fournisseur, et vous allez mettre ces pièces sur des bancs d'essai, en commençant à construire les voitures avec la matière que vous connaissez bien, et vous allez regarder ce qui se passe. Vous allez peut-être construire quelques voitures avec la pièce en question, hein, monter sur une voiture existante, et vous allez regarder ce qui se passe, et en fonction de ce qui se passe, peut-être que lors de l'évolution de la production de cette voiture, à un moment donné, vous pourrez basculer sur un changement de fournisseur, mais c'est loin d'être gagné parce que les matières en question sont des matières qui sont quand même très très optimisées, hein, en termes de performance coût, et si ça coûte 2 fois plus cher chez votre fournisseur habituel, c'est peut-être pas pour rien, il y a sûrement une raison derrière, de tenue mécanique dans le temps ou en fatigue, enfin qui fait que c'est plus cher. Donc là j'ai fait exprès de dire 2 fois plus cher, enfin 2 fois moins cher, pour insister sur ce fait-là, mais c'est pas évident, voilà, de basculer d'une matière à l'une. Par contre, ce qui est caractéristique de ce secteur grande diffusion, c'est le temps de développement qui est très court. Il faut des temps de cycle très 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 courts, hein. 1 minute de temps de cycle pour fabriquer une pièce, c'est bien, hein, il faut guère plus. Donc 1 minute pour une pièce. Et puis derrière, il faut avoir des matières qui soient quand même qui tiennent dans le temps, puisque vous produisez énormément de pièces. Hein, donc vous pouvez permettre de devoir remplacer toutes ces pièces. Par contre, c'est piloté par le coût, hein, puisque c'est des grandes quantités. Dès que vous pouvez gagner un peu d'argent sur la production, c'est multiplié par le nombre de pièces produites, ça fait beaucoup d'argent à la fin. Et donc vous êtes toujours tiré à la fois par le coût et par le temps. Donc c'est un secteur qui est très dynamique, hein, pour avoir moi je travaille beaucoup dans les secteurs des transports, hein, pour avoir donc des interlocuteurs, des collègues dans ces différents domaines. Mes collègues du secteur automobile sont tout le temps en fait dans de nouveaux programmes, de nouveaux projets. Ils ont à peine fini l'un qui sont déjà dans le suivant, pour essayer d'être encore plus performants, de sortir les choses de manière vraiment optimisée sur ces produits. C'est très différent de ce que je peux connaître dans l'aéronautique où on prend davantage le temps d'aller valider les choses à toutes les étapes. Alors ça ne veut pas dire que la voiture elle n'est pas validée à toutes les étapes, mais en fait c'est validé, c'est un peu comme une moyenne glissante entre guillemets. Vous attendez pas de valider l'ensemble de la voiture avant de la fabriquer. Vous validez morceau par morceau avec des projets passés, des tests que vous faites et vous faites au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure que vous construisez la voiture, que vous la produisez, vous pouvez faire des petites modifs et vous vous assurez que vous êtes tout le temps dans l'optimisation. Hein, donc c'est vraiment un secteur très dynamique et qui est très très tiré par le coût de tout le développement et puis le coût de revient des pièces. Donc c'est important de bien faire la différence entre ces deux secteurs. Alors, je mets de côté, bien sûr, que ce soit l'un ou l'autre des secteurs, je mets de côté les développements, les projets de recherche. Si on parle de projets de recherche, ce sont des projets qui sont beaucoup plus amont. Et là, que ce soit l'un ou l'autre des secteurs, mes interlocuteurs sont dans le même contexte, c'est-à-dire que là, on prend le temps d'analyser les choses. Hein, donc, dans le secteur automobile, quand on est très proche du développement, c'est ce que je viens de vous décrire. Par contre, quand on travaille en recherche, on va avoir beaucoup plus de latitude pour tester, pour s'assurer que ce qu'on fait vaut vraiment le coup, et on va pouvoir innover aussi dans ce secteur de la recherche. Alors, la grosse différence en recherche dans l'un ou dans l'autre, c'est malgré tout la finalité. C'est-à-dire qu'en recherche dans le secteur automobile, vous n'allez pas imaginer mettre n'importe quel type de matière. Hein, il faut rester dans l'idée que c'est pour intégrer ensuite un véhicule et donc que vous devez avoir un coût de production ensuite qui soit raisonnable. Pour le secteur haute performance, vous pouvez vous permettre d'aller aller regarder des choses très exotiques, très chères,
et voir comment ça va pouvoir se passer. Est-ce que vous voyez bien la différence entre ces deux façons de faire? C'est pas forcément quelque chose que vous aviez en tête non plus. Et donc, dans tout ce qu'on va voir par la suite, hein, dans ce cours, il faut imaginer que les matières sont pas toujours complètement les mêmes. C'est-à-dire que je vais pas vous parler que de structures très haute performance aéronautique ou que de pièces injectées automobiles, mais on va se situer voilà, avec ces différents secteurs qui peuvent avoir donc un regard différent en fait sur les composites. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects-là? Non? Vous êtes toujours là? D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Super. Alors, je parlerai un peu plus tard dans le cours, sûrement pas aujourd'hui, peut-être demain, enfin, j'ai plusieurs anecdotes, et j'en ai une notamment dans le secteur automobile, sur le développement d'une pièce. Mais je garde ça pour un petit peu plus tard. Une fois que vous avez le contexte, on va pouvoir maintenant passer aux ingrédients du succès. Donc, c'est la deuxième partie de cette présentation. Et j'aime beaucoup cette illustration qui est tirée d'une exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors, il y a de ça de très nombreuses années, puisque c'était en 2007. Alors il y a un film aussi hein, qui avait été fait à l'époque, vous pourrez aller voir le lien si ça vous intéresse, où on voit en fait une chaise avec là un tricot et cette illustration représente parfaitement les clés du succès, les ingrédients du succès. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette chaise? Ben, on trouve bien sûr la manière de réaliser un composite avec un renfort, une matrice, mais on trouve d'autres choses que je vais vous décrire juste après. Hein. On trouve de l'inertie, on trouve de l'anisotropie, on trouve des propriétés spécifiques. Voilà. Et donc, ce sont tous ces ingrédients que l'on va regarder ensemble. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de propriétés mécaniques. On va essayer de regarder plus en détail de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de matériaux composites. Alors, quand on veut former un composite, on veut composer. Peut-être que parmi vous, il y a des artistes, des musiciens, pourquoi pas des peintres, hein, peut-être que certains peignent pour faire des tableaux aussi. Peut-être que vous avez des compétences particulières pour composer un poème, ou pourquoi pas même des remèdes. Remèdes façon sorcière ou des remèdes façon cosmétique, ça existe aussi. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans tous ces cas-là? Eh ben, on va composer. Alors, qu'est-ce que c'est composer? Ça va être d'essayer de s'accorder, de mettre en bonne intelligence, de s'harmoniser avec un environnement. Alors là, j'ai pris l'exemple de la musique, hein, mais la musique, c'est assez facile à expliquer. Vous avez des notes. Et ces notes, vous allez pouvoir les enchaîner d'une certaine façon pour donner un rythme. Et puis, du rythme, ensuite, peut naître des musiques. Alors, quand on met ces notes les unes au bout des autres, ben, on ne fait pas tout à fait... avec les mêmes notes, en fait, on peut faire des choses très différentes. Hein, si c'est un grand compositeur, vous allez pouvoir avoir une grande symphonie avec un certain nombre de notes qui peuvent être même réduites en nombre. Hein. Et puis si moi je prends les mêmes notes hein, et que j'essaye de vous composer quelque chose, ben, vous verrez, ça sera nettement moins bien. Et donc on voit bien la différence. On a les mêmes ingrédients, mais on ne fait pas tout à fait la même chose. Donc faire un composite, c'est savoir composer et donc c'est savoir mettre en bonne intelligence les éléments, les ingrédients pour que ça fonctionne bien. S'harmoniser avec un environnement, c'est très important. Et il y a un secteur dans lequel l'harmonie avec l'environnement est presque synonyme de survie. On en a un petit peu parlé au début de la présentation. Est-ce que vous avez en tête quel est ce domaine, ce secteur qui doit être en harmonie avec son environnement pour survivre? Alors, c'est pas le secteur spatial, non. Non, c'est pas un secteur industriel. C'est plus un domaine. C'est plus un... Comment dire?
Si je vous donne des détails, vous allez trouver tout de suite. Je pense que je ne vais pas tarder à vous aider. Si vous avez de la chance, en regardant par votre fenêtre, vous pouvez peut-être découvrir de quoi il s'agit. Alors, c'est l'écologie, oui. La météo, non, effectivement. Alors, moi, j'ai pas de chance parce qu'il pleut beaucoup ici, mais probablement aussi pour vous. Non, c'est pas la météo, c'est la nature. C'est la nature. La nature, si on n'en est pas en harmonie avec son environnement, eh ben, elle disparaît. Hein, et les choses sont ainsi faites que, au fil des ans, si je prends les végétaux, notamment, ben, ont trouvé des moyens d'être très résistants par rapport à leur environnement. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la nature fait bien les choses, hein? Et on va regarder comment la nature procède, en quelque sorte, pour aussi bien fonctionner. Ça va nous aider à comprendre quelles sont les caractéristiques, les propriétés que l'on va rechercher avec les matériaux composites et qui vont être ensuite intégrés dans les procédés de transformation. Alors, connaissez-vous la fable du chêne et du roseau? Oui? D'accord. Il y en a qui ne la connaissent pas, cette fable. Ah non, je vois non. Alors, je vais vous la raconter brièvement. Alors, c'est un chêne et un roseau qui papotent. Ils sont tranquilles, en train de papoter. Et puis, le chêne se vante un peu d'être majestueux, bien plus résistant que le roseau qui, sous le moindre vent, plie et fléchit et lui dit regarde-moi comme je résiste. Et toi, tu plies sous le moindre vent. Donc, il papote comme ça. Et puis au loin, surgit un orage énorme, une tempête qui s'approche du chêne et du roseau. Et cette tempête est si grande qu'elle va déraciner le chêne et faire plier le roseau. Le roseau va plier énormément, mais il va s'en sortir. Et à l'issue de cette fable, effectivement, le chêne est à terre, mais le roseau, lui, s'en est sorti et est à nouveau debout. Alors, le principe ici, c'est le roseau, hein, je plie et ne romps pas, et on va essayer de comprendre comment ce roseau fait pour résister à cette tempête effroyable, et il survit grâce à sa structure qui fait largement appel aux propriétés en fait des composites. Alors on va s'intéresser à ce roseau, plutôt à ses cousins. J'ai pas pris un roseau ici, j'ai plutôt pris une tige de lin. Alors le lin, c'est une plante qui est cultivée dans l'ouest de la France. La France est l'un des premiers producteurs en Europe de lin. Et pourquoi j'ai pris le lin? Notamment parce que le lin qui est produit en France est utilisé pour notamment le lin technique est utilisé pour les composites. Et puis parce que la tige de lin se présente à peu près de la même manière que la tige de roseau. Donc j'ai utilisé le roseau pour vous expliquer un petit peu de quoi on allait parler. Et puis ensuite on va partir sur cette tige de lin. Alors qu'est-ce qu'on voit sur la partie droite de cette diapositive? On voit déjà en filigrane ici une coupe transversale de la tige de lin. Observée en microscopie optique, et donc on voit la surface extérieure de la tige, et puis on voit une certaine hétérogénéité ici dont on va parler. Et puis là, c'est un schéma ici de la section transverse de cette tige de là. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde cette tige d'un peu loin. Donc écartez-vous de vos écrans, la mettez-vous un peu plus loin, et qu'est-ce que vous voyez déjà en regardant simplement voilà, cette partie schéma. La géométrie, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, on a une section qui est circulaire, effectivement. Alors, est-ce que c'est arbitraire? Non, en fait, on va voir que c'est pas arbitraire. La section circulaire, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire ce qu'on veut faire ici. Donc, une section circulaire. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, on voit de l'hétérogénéité. Hein, Grégoire là, nous parle d'une peau, une âme. On voit de l'hétérogénéité. On voit effectivement différentes couches. Donc, effectivement, ça, c'est aussi l'hétérogénéité, une caractéristique des matériaux composites. Mais on va reparler de l'hétérogénéité juste après. Voilà, donc circulaire, l'hétérogénéité. Approchez-vous un peu. Qu'est-ce que vous voyez d'autre?
Alors, on voit des points autour, exactement. Et là, on voit que, en fait, ce sont des fibres. Hein, on a des fibres qui vont être placées tout autour. Des petits globules verts. Alors, c'est peut-être, voilà, c'est ces points, ces petits globules, peut-être qu'on voit là, Aurélien, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Alors, c'est blanc, c'est transparent, en fait. Hein, j'aurais dû mettre le... Voilà, c'est du vide. Hein. C'est du vide, effectivement. C'est du vide, en fait, c'est beaucoup moins dense. C'est beaucoup moins dense que, la partie extérieure. Hein, donc, la densité, elle se trouve ici. Et là, on est sur une zone beaucoup moins dense de la tige. Eh bien, c'est très bien. Alors, on va résumer un peu tout ça. Donc, on a une section circulaire creuse. Très important. Eh bien, ça nous amène tout de suite à l'inertie. On va en parler juste après. Section circulaire creuse. Ensuite, on voit des fibres qui sont placées tout autour. Ça va nous amener sur l'anisotropie. On va aussi en parler après. Et puis, propriétés spécifiques. Est-ce que vous savez ce que sont les propriétés spécifiques? Alors non, pas de chaque partie. C'est des propriétés ramenées à la densité. Hein, donc, on va diviser, par exemple, la rigidité par la densité et on va obtenir la rigidité spécifique. On peut diviser la résistance par la densité. On va obtenir la résistance spécifique. Hein, chaque fois, on se ramène à la densité. Et donc, ça, c'est une sorte d'indice de performance. Effectivement, je veux un matériau qui soit très raide et pas lourd. Bah, pour avoir un matériau très raide et pas lourd, mon indice de performance, c'est la raideur divisée par la densité. On vient, en fait, en quelque sorte, maximiser la raideur et maximiser l'inverse de la densité, puisqu'on veut minimiser la densité. Hein, et donc, on a la raideur sur la densité qui est mon indice de performance. Donc ça, ce sont les propriétés spécifiques. Et pourquoi on a des propriétés spécifiques intéressantes avec le roseau, le lin et tous les végétaux? C'est parce qu'on est sur de la matière organique. Et donc ça, on va voir ça juste après également. Alors, là, vous avez des mots que voilà, vous avez sûrement rencontrés. Vous ne mettez pas forcément derrière... peut-être, vous n'avez peut-être pas en tête tout à fait les notions qui sont derrière ces mots. Et on va regarder ensemble de quoi il s'agit en essayant de faire avec les mains le mieux qu'on peut pour expliquer ces différents termes. Simplement pour les fibres, donc les fibres se trouvent sur le pourtour de la tige, et la tige, que ce soit une tige de lin ou un roseau, donc une tige de lin, ça mesure à peu près 1 mètre de haut, hein, vont travailler en flexion, c'est-à-dire que le vent va s'exercer d'un côté ou de l'autre, hein, et la tige va fléchir, et donc pour retenir cette tige, eh bien on vient en quelque sorte aubaner le pourtour de la tige. Si je vous donne un grand mât de 4 mètres à faire tenir verticalement, comment vous allez faire? Vous allez peut-être faire un petit trou dans le sol pour mettre une partie du mât dans le sol, et puis ensuite vous allez prendre des cordes, et puis vous allez placer des cordes qui vont venir tirer le mât dans différentes directions. Et les fibres qui se trouvent autour ici ont ce rôle de venir en fait aubaner la tige, et quand la tige va fléchir d'un côté, une partie des fibres va être en traction et donc va retenir la tige, et puis ainsi de suite, hein, quelle que soit la direction. Donc ça, c'est très important d'avoir ces fibres autour qui vont permettre de retenir. Et puis, qu'est-ce qui fait que la tige de lin, de roseau ou de tous ces végétaux va plier sans rompre? Parce qu'on va réussir à avoir une certaine souplesse en fait dans l'organisation de ces fibres ici, qui vont pouvoir avoir des mouvements relatifs les unes par rapport aux autres. On va glisser en quelque sorte. Voilà, il y a un peu de degré de liberté pour glisser. Donc, on reste très élastique pour pouvoir se déplacer malgré tout. Hein, donc, c'est toujours un compromis. Une tige qui serait très très raide, un peu comme le chêne, risque de casser sous un vent un peu fort, alors que si on conserve une certaine souplesse malgré tout, eh bien on parvient à résister, une certaine élasticité, on parvient à résister, et donc à avoir un matériau qui va être très performant. Et bien ce schéma de cette tige de lin là a tous les ingrédients qu'un matériau composite doit avoir. La chaise que je vous ai présentée tout à l'heure, eh bien on a des fibres également qui obéissent donc à des orientations particulières, donc on est sur de l'anisotropie. La chaise joue sur l'inertie, on va voir juste après de quoi il s'agit, et puis on est sur des propriétés spécifiques très intéressantes en ayant
chercher les bonnes propriétés. On retrouve ça dans les durites des voitures, c'est-à-dire, Aurélien? Que veux-tu dire par là? Oui, exactement. On peut avoir effectivement, les structures multimatériaux vont obéir au même principe. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, on va tout de suite passer à l'inertie. Qu'est-ce que l'inertie? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Alors, l'inertie, c'est pas une force. Là, dans ce que j'entends par inertie, hein, c'est l'inertie d'une section. Alors, vous me parlez là d'une inertie que vous avez vue en mécanique, en dynamique. C'est pas de cette inertie-là dont je veux parler, mais c'est les mêmes principes. Celle dont je veux parler, c'est l'inertie de la section. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'inertie d'une section? C'est la même notion derrière. Non? Ça vous dit rien? Bah, je vais essayer de vous expliquer ça avec un exemple qui va vous aider. Alors, l'inertie, un rapport avec le centre, oui, c'est un rapport avec le centre de la section. L'inertie, on pourrait l'expliquer comme étant la résistance au changement. On a la même chose hein, dans l'inertie que vous m'avez cité, l'inertie dynamique. Si je prends un volant d'inertie, on va le mettre en rotation, et de par sa masse, il va pouvoir continuer à tourner, même si on ne le sollicite plus, et apporter du coup de l'énergie pour pouvoir continuer à se déplacer ou à actionner un dispositif. Donc, le volant d'inertie va s'opposer en fait à l'arrêt d'un système. Eh ben, l'inertie qu'on va avoir ici sur la section, ça va jouer dans le même sens. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait en tête ce que pourrait être l'inertie, il y a un autre exemple que vous connaissez parfaitement bien, c'est l'inertie administrative. Vous avez tous été confrontés à ces difficultés. Donc, l'inertie administrative, c'est très simple. Vous avez un dossier à faire ou à rendre. Hein, vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut, d'avoir fourni tous les papiers qu'il faut. Vous remettez votre dossier et puis il s'avère qu'il manque toujours un truc. Une virgule mal placée, une photo qui manque. Hein, et donc, ça vient s'opposer ça vient s'opposer à votre dépôt de dossier. Vous souhaitez que votre dossier avance et ça n'avance pas. Il y a une inertie administrative derrière qui fait que ça n'avance pas. Eh bien, l'inertie, c'est ça, c'est résister au changement. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'inertie de la section. Alors, vous avez ici représenté une chaise. Donc une chaise tout à fait classique, hein, schématique ici. Et puis j'imagine, si je vous pose la question, est-ce que vous accepteriez de vous asseoir sur cette chaise? Est-ce que cette chaise vous paraît en fait, je parle pas du confort, hein, je parle de la tenue mécanique, vous paraît stable, vous paraît voilà. A priori oui, hein, il n'y a rien qui saute aux yeux qui fait qu'on a l'impression on risque en tout cas de tomber sur cette chaise. Ben, imaginons que là, les pieds de la chaise, on vienne regarder les pieds de la chaise. Ben, il se trouve que les pieds de la chaise ici sont des pieds qui sont creux. Hein, on imagine une tubulure ici en métal. Vous avez des pieds qui sont donc de section circulaire creuse. Je vais prendre la même quantité de matière. Hein, donc je prends la même quantité de matière de ce tube ici. Et je réduis simplement le diamètre. Et j'ai ensuite des pieds tout petits comme ça. Alors j'ai la même quantité de métal, hein, c'est la même chose, mais je viens faire cette chaise-là. Est-ce que là, vous accepteriez de vous asseoir sur cette chaise-là, qui pèse le même poids? Ben non, effectivement, on n'a pas très envie. Alors pourquoi vous n'avez pas envie de vous asseoir sur cette chaise de gauche?
qu'est-ce qu'elle a, cette chaise de gauche qui vous plaît pas? Bah, elle paraît pas très solide. Effectivement, en fait, on a l'impression que là, en s'asseyant dessus, bah, les pieds vont fléchir, vont flamber. Vous allez vous retrouver par terre très, très rapidement. Et effectivement, pourtant, les deux chaises ont la même quantité de matière. Hein. Donc, elles ont, en termes de matière, ça coûte exactement le même prix. Et c'est le même poids, c'est exactement la même chose. C'est juste que la chaise de droite vous paraît beaucoup plus solide que la chaise de gauche. Qu'est-ce qu'on a changé? On a juste changé l'inertie de la section des tubes qui permettent de faire la chaise. Ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on est venu écarter la matière de ce qu'on appelle la fibre neutre de ce tube. La fibre neutre de ce tube, c'est le centre ici de ce tube. Et il faut considérer que les tubes de la chaise travaillent en flexion. On imagine qu'ils travaillent en flexion. Et si je fais un système qui travaille en flexion, ben, j'ai une partie en traction, une partie en compression. Et donc, j'ai une partie centrale qui ne voit une contrainte nulle. Et donc, cette partie centrale s'appelle la fibre neutre. Eh bien, on est venu éloigner la matière de la fibre neutre pour augmenter considérablement l'inertie. Hein, et c'est ce que fait notre tige de lin ou notre roseau. On vient écarter la matière du centre pour gagner en inertie. Donc, être plus rigide, en quelque sorte. Hein. Si on regarde à quoi correspond l'inertie, alors là j'ai pris maintenant des sections pleines pour pouvoir vous montrer comment ça marche. C'est assez facile de le faire avec des sections creuses, mais dans ce cas-là on aurait eu deux diamètres, un diamètre interne, un diamètre externe. Ça aurait un peu alourdi la démonstration de manière inutile. Donc là je considère une section pleine. Et l'inertie de cette section donc, peut se calculer assez simplement avec une intégration sur la section. Elle se note I. Et elle s'exprime comme étant, donc c'est un paramètre mécanique, hein, comme étant égal à pi fois le diamètre à la puissance 4 divisé par 64 pour cette section circulaire. Alors, toutes les géométries de section ont des inerties différentes. Par exemple, si je prends une section rectangulaire, l'inertie de la section rectangulaire, c'est la base multipliée par la hauteur de la section au cube, BH3, divisé par 12. Hein, et donc, on voit plus l'épaisseur ou la hauteur de la section est grande, plus l'inertie va être grande. Ça, c'est si vous avez à côté de vous une règle, vous regardez donc votre règle elle a une section rectangulaire, ben, il y a un côté où vous fléchissez très facilement votre règle, et si vous la tournez de 90 degrés, ben, vous verrez que vous ne pourrez pas la fléchir. Et ça, c'est tout simplement l'épaisseur considérée. Hein. Donc, dans un cas, vous avez effectivement une hauteur très faible où vous avez donc juste l'épaisseur de votre règle. Et si vous la tournez de 90 degrés, ben, la hauteur maintenant, c'est la largeur que vous aviez avant. Et donc, vous avez quelque chose de très, très raide. Et donc, c'est effectivement ce principe. Alors, c'est tout à fait lié au moment quadratique. Tout à fait. Donc, si vous avez travaillé sur les moments quadratiques, vous voyez parfaitement de quoi je veux parler en parlant d'inertie. Donc, sur cette inertie-là de section circulaire, pi d4 sur 64. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'évaluer la raideur ou la souplesse, en fait, de sections circulaires de ce type. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, c'est simple, on va encastrer ce barreau, ce jonc d'un côté, et on va appliquer un effort de l'autre côté. Et ce que je vais mesurer, c'est le déplacement ici, à l'endroit où j'applique l'effort. Donc j'applique un effort F et je regarde de combien ça se déplace ici. Et ça me donne une indication sur la souplesse ou la raideur de ce barreau. Quels sont les autres paramètres? Donc on a le F ici, le U ici. On a la longueur entre le point d'application de l'effort et le point ici d'encastrement, donc le L. Et on a deux autres termes au dénominateur. On a le I qui est directement l'inertie. Et on a le E. Le E, vous savez ce que c'est? Je suis sûr que oui. Alors non, c'est pas l'énergie. C'est bien sûr le module Young. On va avoir besoin de préciser dans quelle matière est fait le jonc pour pouvoir voir comment ce barreau va fléchir. Si vous prenez la même géométrie, mais que l'un des barreaux est fait en acier et que l'autre barreau est fait en caoutchouc, vous verrez qu'effectivement, ils ne vont pas du tout se déformer de la même manière et on a besoin de connaître la matière pour également
calculer cette flèche, cette déflexion. Donc là, on a l'ensemble des paramètres qui sont définis, et donc le déplacement ici est égal à l'effort multiplié par la longueur au cube divisé par 3 fois le module de Young et l'inertie. Si on regarde, alors du coup, j'ai pas les animations, c'est pas grave. Je pense que vous voyez en transparence ce qui se cache derrière. Théoriquement, sur le mode diaporama, ça se mettait en noir, mais je pense que vous le voyez correctement. Donc en fait, on va définir ici une inertie qui est IN, qui correspond à l'inertie en ayant divisé par un facteur N le diamètre. Donc j'ai IN qui est égal à pi multiplié par D sur N sur 64 à la puissance 4, que je peux écrire sous cette forme-là. J'ai simplement sorti le N ici. Et donc l'inertie IN, elle est égale à I, pi D4 sur 64, divisé par N4. En fait, tu multiplies par 1 sur N4. D'accord? Donc il y a un facteur N4 ici. Donc si je divise par 2, ici, je vais avoir un 2 au dénominateur à la puissance 4, hein, et 2 à la puissance 4, ça fait 16. D'accord? Donc ça, on va y revenir juste après. Et puis la flèche UN, eh ben, c'est tout simplement FL3 sur 3EIN, et donc on a notre N4 qui est sorti ici, et là, c'est exactement l'expression qu'on avait là, avec notre I0 qui correspond à notre diamètre initial. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la flèche ici, elle va être multipliée par notre N à la puissance 4. Le N, vous voyez pas de quoi il s'agit? Le N, c'est simplement le facteur avec lequel je vais diviser le diamètre. Si je dis N égale 2, ça veut dire que j'ai divisé par 2 mon diamètre. Si je dis N égale 3 ou 4, j'ai divisé par cette même valeur. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Bof. D'accord. Donc, imaginons que j'ai un diamètre de 10 mm, D vaut 10. Si je prends N égale 2, ben, je vais faire D divisé par 2, ça va faire 10 divisé par 2, et je vais avoir un diamètre de 5. Ok? C'est juste une manière de dire que je divise mon diamètre par un facteur. Donc le principe, c'est de dire que si je prends mon jonc initial ici, j'ai une flèche U qui est là, et si je divise par 2, eh ben, je vais multiplier ce déplacement par 2 à la puissance 4. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est que je divise par 2 le diamètre, donc vous voyez ici représenter le jonc à la bonne échelle. Alors U, c'est le déplacement que vous avez ici en bout de flèche. D'accord? Vous mettez l'effort et ça va se déplacer d'une certaine quantité, c'est ce qu'on appelle la flèche et c'est noté U. C'est un déplacement. Donc c'est une distance, oui. C'est pas clair? Comment je peux vous présenter les choses ici? Je vais tenter de faire quelque chose pour que ça soit plus clair. Ici, essayons. Je vais remettre ma vidéo si ça fonctionne. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Je pense que oui. Super. Je prends simplement une règle. Alors, certains ne me voient pas. Comment ça se fait? Est-ce que c'est bon maintenant? Donc, j'ai pris une règle. Cette règle, donc c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, elle fléchit très facilement dans cette direction et beaucoup moins comme ça. Je ne peux pas arriver à la fléchir. Ce que je fais ici, c'est que j'encastre d'un côté et j'applique ici un effort de l'autre et je regarde le déplacement que j'ai ici par rapport à la position initiale. Donc j'ai une position initiale, hop, je regarde combien ça fléchit par rapport à l'effort que j'applique ici. J'ai ma longueur, j'ai l'effort F avec lequel j'applique mon effort ici. J'ai la matière dans laquelle est fait mon matériau. Alors là, en l'occurrence, j'ai une règle qui est plate, hein, mais l'idée, c'est d'avoir un système qui soit circulaire. Et puis, j'ai l'inertie donc de ma section. Eh bien, imaginons que je change la géométrie de mon jonc. Donc, imaginons que cette règle soit circulaire et que je parte donc d'une section circulaire avec un diamètre D. Eh bien, avec un effort F, j'ai un certain déplacement que je nomme U.
simplement diviser par 2 le diamètre, j'ai un déplacement 16 fois plus grand. Donc évidemment, ici, il faut tenir compte aussi de la résistance de la matière et de la longueur. C'est-à-dire que tout n'est pas possible. Si je prends une longueur trop faible, je vais casser très rapidement. Donc il faut prendre une longueur suffisante. Mais plus le diamètre va être petit, évidemment, plus ça va être souple. Et c'est pas linéaire, c'est fonction de n à la puissance 4. Donc si je divise par 2, j'ai un système qui est 16 fois plus souple. Donc un déplacement 16 fois plus grand. Si je divise par 4 le diamètre, donc j'ai ce jonc-là, là on est à l'échelle, ça c'est divisé par 4, je vais être 256 fois plus flexible. Et si je divise par 8, je vais être 4096 fois plus flexible. Donc c'est énorme, hein, en quelque sorte. Et donc on va jouer sur les matériaux avec cette inertie pour pouvoir soit gagner en souplesse, soit gagner en raideur en diminuant ou en augmentant les géométries, la section. D'accord? Sur cette inertie? Est-ce que c'est mieux compris? Oui, bonjour. Oui. J'avais une question en fait, parce que là on parle de diminuer la section et tout ça, mais en fait, diminuer la section, ça va pas aussi avoir un impact sur les propriétés de résistance ou des choses dans le genre aussi? Si, tout à fait. Donc c'est bien ce que j'ai indiqué. Il faut regarder avec tous les éléments en tête. C'est-à-dire que si je diminue ma section, si je veux gagner en souplesse, je vais diminuer ma section. Et il faut bien sûr que je regarde en même temps la résistance. Donc parfois c'est un compromis à trouver pour que ça soit possible. Alors il faut bien comprendre que l'inertie, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que là, ma tige de lin, je veux gagner en inertie, je veux augmenter l'inertie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient augmenter le diamètre, mais on ne met pas de matière au milieu, parce qu'il n'y a pas besoin en fait de matière au milieu. C'est pas la matière au milieu qui va jouer, c'est la matière sur le pourtour. Hein. Ça, on peut le montrer si on fait les calculs d'inertie justement avec une section creuse. Donc, je vais éloigner la matière du centre et je vais pouvoir gagner en inertie. Donc, pour certains composites, on va élargir certaines zones pour pouvoir être plus raide. Et puis, en même temps, on veut parfois avoir des choses qui soient très souples, et notamment, je pense aux fibres de renfort. Une fibre de renfort, ça doit être très souple. On veut pouvoir épouser des géométries complexes. Et donc, pour avoir des fibres qui soient très souples, le meilleur moyen, c'est d'avoir des fibres qui soient de très petits diamètres. Puisque quand je réduis le diamètre de mes fibres, j'augmente considérablement la souplesse. Donc, c'est pour ça que les fibres de renfort sont très petites, pour être très souples. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui. Oui. Ok. Impeccable. Donc, là, on a vu que l'inertie joue de manière directe sur les propriétés en raideur, et on a vu comment faire en sorte que ça puisse être soit plus raide, soit moins raide. Alors, il y a un autre exemple de système où l'inertie va jouer énormément. Ce sandwich. Donc, je vous en apporterai pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et qu'est-ce qu'on est venu faire sur une structure sandwich? On est venu écarter la matière de la fibre neutre pour gagner en inertie. OK? Donc ça, c'est vraiment une notion clé. Un matériau composite, concevoir une pièce en composite, on doit jouer sur l'inertie, énormément. On peut le faire assez facilement et beaucoup plus facilement en fait qu'avec d'autres matériaux. Donc on ne va pas s'en priver et on va énormément jouer là-dessus. Bon, si l'inertie c'est compris, on va pouvoir passer à la deuxième caractéristique ici, qui est l'anisotropie. Alors l'anisotropie va nous emmener un petit peu plus loin. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'anisotropie? Alors, est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit?
Alors, dans les réponses que vous proposez, il y a à la fois des choses vraies et puis d'autres un peu moins, enfin qui sont liées mais qui sont pas. Voilà, j'aime bien cette dernière définition. C'est que on a une réponse du système qui dépend de l'orientation, enfin de la direction de l'espace. Donc, j'imagine solliciter une structure en fonction de l'orientation que je choisis pour la solliciter, elle va me répondre différemment. Hein, c'est ça l'anisotropie. Et l'opposé de l'anisotropie, c'est l'isotropie. C'est-à-dire qu'une structure qui répondrait de la même manière, quelle que soit la direction, est isotrope. Donc, pour se rendre compte ce que c'est qu'une structure isotrope, encore avec les mains, on peut citer des exemples qui sont évidents. Si je prends le secteur du sport, hein, toutes les balles de type balles de tennis, même les ballons de foot, balles de ping-pong, doivent avoir une réponse isotrope. C'est-à-dire, quelle que soit l'orientation, la direction avec laquelle je choisis de faire tomber la balle, elle répondra toujours de la même manière. On ne peut pas imaginer avoir une balle, par exemple, qui, si elle tombe sur un côté particulier, parte complètement avec un angle très faible au sol. Donc, c'est pas possible. Après, si on prend une balle qui n'est pas sphérique, hein, et c'est là où je voulais en venir. Si on prend une balle qui n'est pas sphérique, elle va effectivement répondre différemment. C'est-à-dire que si je fais tomber un ballon de rugby avec des orientations différentes, il va partir de manière parfois enfin inattendue. Hein. Donc on a cette anisotropie qui pourrait être exprimée sous cette forme, effectivement. D'accord, donc ça c'est avec les mains, hein. On voit l'anisotropie avec les mains. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de voir l'anisotropie mécanique, où on va mettre des grandeurs dessus. Donc il faut bien faire la différence entre l'isotropie, qui est la réponse identique dans toutes les directions de l'espace d'un système, et l'anisotropie, où le système va répondre de manière très différente suivant les directions qu'on va choisir. Eh bien, clairement, un matériau composite est anisotrope. Il va répondre différemment. Et on va jouer sur cette anisotropie. La tige de lin en est un bon exemple. Toutes les fibres sont orientées ici dans la direction longitudinale de la fibre. Donc, elles sont perpendiculaires à mon écran, ici, ou à votre écran. Et la tige de lin se comporte très bien dans la direction longitudinale en flexion, par exemple. Mais si je regarde la tige de lin dans le sens transverse, hein, si j'essaye de la solliciter dans le sens transverse ou la solliciter en torsion, par exemple, eh ben, elle va répondre complètement différemment. Hein. Et donc, on voit bien là toute l'anisotropie de cette tige. Alors, elle va être beaucoup moins performante, cette tige en torsion, par exemple. Est-ce que c'est grave? Ben non, la tige de lin, elle n'est pas censée travailler en torsion, hein, ou le roseau. Il n'y a aucun vent qui va solliciter de cette tige uniquement en torsion. Donc, elle n'a pas cherché à optimiser sa structure pour répondre à de la torsion. Donc, elle risque de casser très vite en torsion. Par contre, elle est très performante en flexion. Hein, et c'est grâce à l'anisotropie qu'on y parvient. Tout à l'heure, on a parlé aussi d'hétérogénéité de la matière. On y reviendra un petit peu plus tard tout à l'heure, mais c'est important de ne pas tout confondre. Hein. L'anisotropie ou l'isotropie n'est pas liée à l'hétérogénéité. Hein. On peut avoir effectivement une matière homogène, mais qui soit anisotrope. Alors quand je dis homogène ou hétérogène, en fait, il faut toujours associer l'échelle à laquelle on en parle. Parce que toute la matière est hétérogène, quelle que soit l'échelle, en fait, en fonction de l'échelle que l'on choisit, on va avoir une hétérogénéité. Donc si je regarde cette tige de roseau, cette tige de lin, telle qu'on le fait là maintenant, en regardant les fibres, on voit bien les fibres, les faisceaux de fibres en fait qui se sont séparés d'une matrice, et donc on se dit c'est hétérogène. Mais si je vais voir dans la matrice qui semble homogène, en fait je vais m'apercevoir que cette matrice elle-même est constituée d'une certaine façon et d'éléments différents, donc est hétérogène. Si on regarde du béton armé, par exemple, de loin, on pourrait imaginer que c'est relativement homogène, et puis plus on s'approche, plus on va voir que le béton, lui, il est formé
avec du granulat et puis un ciment. Et puis, il y a l'armature métallique, donc c'est hétérogène. Et puis, si je regarde le ciment, je me dis, oh, bah, il est homogène. Puis, je regarde plus près le ciment, je m'aperçois que le ciment, en fait, il y a du sable à l'intérieur, et ainsi de suite. Hein, donc, à toutes les échelles, on peut avoir de l'hétérogénéité. Et si je descends à des échelles très fines, bah, j'arrive à l'échelle des atomes. Et bien sûr, les atomes, pour former une matière, sont très différents les uns des autres. Hein. Donc, quand vous me parlez d'hétérogénéité, il faut bien préciser à quelle échelle vous regardez les choses. D'accord ? Ceci étant dit, on va maintenant aborder l'anisotropie, donc en essayant d'expliquer d'un point de vue mécanique comment ça se traduit. Alors, l'anisotropie, on le voit bien ici, dans le cadre de cette photo d'une planche de bois où on voit les fibres orientées d'une certaine façon. D'ailleurs, les fibres ont contourné ici un nœud. Alors, qu'est-ce qu'un nœud pour la planche? Ça correspond à quoi le nœud qui se trouve ici pour l'arbre? Bien sûr, c'est une branche, hein, c'est une branche de l'arbre. Et donc, les fibres vont contourner cette branche, elles vont pas s'arrêter net et poursuivre de l'autre côté. Donc on vient contourner la branche et donc on a ici quelque chose de très anisotrope, parce qu'on est venu donc contourner une géométrie particulière. Donc là on a des fibres dans une seule direction et si vous voulez faire une étagère avec cette planche, vous n'allez pas bien sûr placer cette planche n'importe comment. Vous allez faire en sorte que les fibres de votre planche soient placées de manière longitudinale par rapport à votre étagère. Pour être beaucoup plus raide. Si vous placez votre étagère dans l'autre sens, en imaginant que ce soit possible, vous allez voir que votre étagère va fléchir très rapidement. On comprend bien que là, on a une différence de réponse en fonction de la direction. Et puis, pour essayer de mieux comprendre en fait comment on va traduire l'anisotropie, il faut imaginer que la matière ou qu'un volume de matière est constitué de petites briques. Donc, imaginez des petites briques et on va s'intéresser à ces petites briques. Alors, dans un premier temps, je vais m'intéresser sur ce volume de matière à un champ de température. Si je m'intéresse à un champ de température, qu'est-ce que je veux faire? Je veux relever pour chaque brique la température. Et ensuite, je vais pouvoir décrire du coup le champ de température dans le volume de matière. Si je relève la température sur chaque brique, j'ai une valeur. J'ai une valeur de température. Et on dit qu'on a donc des scalaires. J'ai une valeur scalaire pour chaque brique. Si maintenant je m'intéresse au même volume de matière et je souhaite évaluer le déplacement de ce volume de matière. Donc le déplacement de ce volume de matière, il faut que pour chaque brique, je sois capable de définir dans quelle direction la brique se déplace. Et ce déplacement dans l'espace, il faut définir un vecteur. Vous allez avoir un vecteur avec une norme, donc c'est l'intensité du déplacement, et puis une direction. Et pour préciser ce vecteur, vous avez des coordonnées dans l'espace pour indiquer ces éléments. Donc, température, vous avez un scalaire. Pour un déplacement, vous avez besoin d'un vecteur. Donc, vous voyez que vous avez besoin d'un objet mathématique plus riche pour décrire un déplacement. Imaginons que maintenant qu'on veuille décrire la déformation du volume. La déformation du volume, on va partir sur les mêmes petits cubes. Ces mêmes petits cubes, on va considérer, donc ce sont des cubes avec des faces carrées ici. On va considérer que les petits cubes vont être déformés. Donc vous allez obtenir un parallélépipède. Chaque face va devenir un parallélogramme. Et pour mesurer la manière dont votre volume s'est déformé, il faut que vous soyez capable d'expliquer comment chaque cube s'est transformé en parallélogramme. Et pour ça, il va falloir que pour chaque face, vous soyez capable d'expliquer comment ça s'est déformé. Eh bien, pour ça, vous allez avoir besoin de beaucoup de valeurs. Là, on les représente sous la forme de contraintes, mais ce sera pareil pour les déformations. Et donc, il va falloir être capable de ranger beaucoup de valeurs. Vous voyez bien que vous avez vos 6 faces, et donc vos 6 faces vont se déformer, et donc il faut des valeurs pour vos 6 faces. Et donc, pour arriver à définir votre champ de déformation, chaque cube va devoir porter toutes vos informations pour votre déformation, et c'est 6 valeurs indépendantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre 6 valeurs indépendantes? En fait, on va définir ce qu'on appelle des
tenseurs, des tenseurs d'ordre 2, qui vont comporter donc deux indices, un indice qui désigne la face et un indice qui désigne la direction. Et on va pouvoir, comme ça, avec 6 valeurs, décrire la manière dont notre système évolue. Donc, si je reprends, vous aviez une température, c'est une valeur unique, donc une valeur T, par exemple. Vous avez un déplacement, U, mais en fait, dans l'espace, c'est 3 composantes de déplacement, c'est un U1, U2, U3. Et ensuite, vous avez des déformations pour mesurer donc la déformation de votre matière par cube. Et votre déformation, ben, c'est un epsilon IJ. Vous allez avoir un epsilon 1,1, un epsilon 2,2, un epsilon 3,3, un epsilon 1,2, un epsilon 1,3 et un epsilon 2,3. Voilà. Et à partir de ces valeurs d'epsilon, vous allez être capable de décrire complètement le champ de déformation de votre volume. Et donc, on est passé d'un scalaire à un vecteur et puis maintenant à un tenseur d'ordre 2. Eh bien, ce tenseur d'ordre 2 va nous permettre de décrire complètement l'anisotropie de notre système. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des tenseurs d'ordre 2 sous cette forme? Rassurez-vous, on ne va pas faire de calcul poussé avec ces objets mathématiques. Simplement, est-ce que vous en avez entendu parler? Certains oui, d'autres non. D'accord. Donc, il faut, à la limite, même pas forcément retenir le nom, simplement retenir le concept que je vous ai indiqué derrière. Un scalaire, un vecteur, un tenseur. D'accord? Et donc, pour pouvoir travailler avec ces tenseurs, on va devoir faire les choses de manière un petit peu différente de ce que vous pouvez faire dans un contexte d'isotropie. Donc, c'est ce qu'on va voir après. Donc, l'anisotropie, alors on peut pas le voir ici parce que du coup, c'était une animation, mais on a une plaque ici qui est carrée là aussi, qui est complètement isotrope. Et si on prend une plaque isotrope, elle va fléchir, si je mets une masse au milieu, elle va fléchir dans les deux directions, hein, ici. Alors que si je prends une plaque qui est anisotrope, où j'ai mis un renfort dans cette direction-là uniquement, ben elle va fléchir que ici et très peu ici. Et donc, on voit bien l'intérêt de mettre des renforts dans différentes directions pour avoir cette flexion donc différenciée suivant les directions. Alors, si je reviens maintenant aux matériaux, on va s'intéresser donc aux propriétés mécaniques de ces matériaux. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Je prends un petit jonc ici, alors d'une matière, peu importe la matière, on va dire que c'est du verre. Je prends un jonc en verre et je viens tirer ici sur ce jonc. Si je prends un ressort, je viens tirer sur mon ressort et j'ai la même réponse en fait, hein, en fonction de l'effort que je viens appliquer. Eh bien, j'ai un déplacement delta L et une raideur ici. Donc ça, c'est le cas de mon ressort. Si je fais ça avec mon jonc ici en verre, eh bien, j'applique un effort et j'ai donc un delta L et je peux avoir tracer cette réponse. Alors là, je m'intéresse uniquement à la réponse linéaire élastique de ce matériau. Bien sûr, vous avez vu des choses plus complexes. Et on peut définir donc une contrainte et une déformation. La contrainte étant égale à l'effort divisé par la section et la déformation étant égale à l'allongement, le delta L, ici, divisé par une longueur initiale. Tout ça, c'est je pense, du archi connu pour vous. Et si on divise la contrainte par la déformation, on accède au module Young ici. Alors, pourquoi est-ce que j'introduis la contrainte, la déformation, module Young? Tout simplement parce que, en fonction des dimensions des systèmes que je vais caractériser, évidemment, avec le même effort, je n'aurai pas la même réponse. Et pour remonter à une propriété qui est intrinsèque, qui dépend que du matériau, je suis obligé d'aller trouver un moyen de normaliser les valeurs. Et donc, la normalisation se fait grâce à la contrainte et à la déformation. D'accord? Et donc, on peut avoir le module Young ici. Avez-vous en tête des valeurs de module Young de matériaux? Si je vous demande, par exemple, le module Young de l'acier. « 200 gigapascal. Ouais, très bien. Donc, on est autour de 200, 210. Si je vous demande maintenant le module Young de l'aluminium ou d'un alliage d'aluminium. Alors, 70, quoi? Des gigapascales, tout à fait. Très bien.
Si on regarde les densités maintenant, la densité de l'acier. Ouais, environ 7,8. La densité de l'aluminium. Donc 2,7. Très bien. Donc, on voit qu'on a des densités très différentes, mais aussi des raideurs très différentes. Et si vous vous amusez à faire la raideur divisée par la densité, vous allez vous apercevoir que ces deux matériaux ont des raideurs spécifiques très très proches, tous les deux. D'accord ? Tout à l'heure, on comparera, enfin tout à l'heure plutôt demain, on comparera des caractéristiques de matériaux. Donc là, on est parti sur de l'acier et de l'aluminium. On verra pour des matériaux composites où on se situe en termes de module Young notamment, et puis de densité. Donc ça, c'est du archi connu pour vous, je pense. Hein. Si ce n'est pas le cas, vous m'interrompez tout de suite. Mais on est capable de définir un module Young de cette manière. Alors, lesquelles formules E égale sigma sur epsilon, oui. C'est ça, oui. C'est la loi de Hooke. Alors, quelle formule avant? Qu'est-ce que j'ai donné avant comme formule? L'inertie? Non, l'inertie, c'est pas à savoir. Non, l'inertie, c'est pas à savoir. D'accord? Mais la loi de Hooke, oui. Mais ça, vous la connaissez déjà. D'accord? Alors, coefficient de Poisson. Coefficient de Poisson, vous connaissez aussi, j'imagine. Donc, le coefficient de Poisson s'exprime comme étant le rapport entre la déformation transverse et la déformation longitudinale. Donc, quand je tire sur mon barreau, bah, mon barreau va, de manière transverse, va se rétrécir. Et donc, je mesure ce rétrécissement ici de cette manière. Et j'introduis mon coefficient de Poisson. Avez-vous en tête des coefficients de Poisson de matériaux métalliques, par exemple? À combien on doit se situer? Autour de 0,3. Très bien. On doit se situer autour de 0,3. Alors, ce que j'ai écrit là, c'est la loi de Hooke, tout simplement. Et là, j'écris juste le coefficient de Poisson. Mais en écrivant ça, en écrivant la loi de Hooke, j'ai une partie de la relation qui va me permettre de décrire le comportement de mon matériau. En fait, la loi de Hooke, c'est plutôt sigma égale E fois epsilon. Donc, je relie mes contraintes et mes déformations avec la raideur E, qui est mon module Young. Donc, ça, c'est ma loi de comportement dans le domaine élastique linéaire. Si maintenant, je vais considérer un matériau, alors je peux considérer un matériau isotrope ou anisotrope, mais je considère que mon matériau, il n'est pas sollicité que dans une seule des directions, il est sollicité dans plein de directions. Eh bien, la loi de Hooke ne me permet pas de définir son comportement. Il va falloir que je fasse les choses un petit peu différemment. Et donc, on introduit eh bien, la loi de Hooke généralisée, celle que vous avez peut-être rencontrée dans d'autres cours, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire, et qui s'écrit souvent sous cette forme. On l'écrit souvent sigma égale C epsilon, ou si on veut l'utiliser sous une forme tensorielle, on écrit sigma ij égale Cij KL epsilon KL. Vous avez déjà rencontré cette loi de Hooke généralisée? Alors, certains oui, d'autres non, et pas sûr. Ok. Bon, donc le principe c'est quoi? C'est de dire, j'ai un élément de matière, là, ma petite brique, elle est sollicitée dans un volume, et il est fort peu probable que cette petite brique soit sollicitée de manière uniaxiale, telle que je l'ai mis pour mon barreau. C'est fort peu probable qu'on tire que dans une seule direction. Donc, cette petite brique va se déformer d'une certaine façon, et si moi je veux évaluer la contrainte de cette petite brique, il faut que je sois capable dans n'importe quelle situation d'orientation ou de sollicitation, de décrire son comportement. Son comportement, c'est bien les contraintes, mais les contraintes exprimées sous la forme d'un tenseur, tel que je vous les ai dit tout à l'heure, donc avec une face et une direction, donc sigma ij, mes déformations, et puis une raideur qu'on appelle ici la matrice de rigidité. D'accord? Et puis si j'inverse cette relation, je mets l'epsilon de ce côté-là, j'obtiens la matrice de souplesse. Et les matrices C et S sont inverses l'une de l'autre. Alors en fait, pour écrire ça, je suis obligé d'écrire ma contrainte sous la forme d'une matrice colonne, comme ça. Donc la contrainte sous la forme d'un tenseur d'ordre 2, en fait, peut s'écrire sous cette forme ici parce que c'est la contrainte
donc est symétrique, hein, c'est-à-dire que chaque élément de volume étant en équilibre, on ne peut garder que 6 composantes, hein, elles sont là, sigma 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc là, on a les 3 tractions, et là, on a les 3 cisaillements. Et puis pareil pour les déformations, on a nos 3 déformations ici liées à la traction, et nos 3 déformations liées au cisaillement. Donc j'introduis mes contraintes ici, mes déformations. Ça, c'est ce qu'on appelle la notation de Voigt. Vous avez entendu parler de la notation de Voigt? Oui. Bon. Alors peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépendra aussi peut-être de vos parcours. Mais la notation de Voigt permet d'écrire ça sous cette forme. Alors je ne vous demande pas de retenir la notation de Voigt et la manière dont ça s'écrit. Je vous demande simplement de comprendre les concepts qui sont derrière. Hein, d'accord? C'est pour vous rassurer. Comprendre les concepts qui vont derrière et vous expliquer comment on gère l'anisotropie dans le cas des composites. Hein, et ça, c'est vraiment la base pour traiter les composites d'un point de vue thermomécanique. Donc, faut comprendre le concept derrière. Donc, on imagine qu'on décrit les contraintes sous cette forme et qu'on met une matrice ici pour décrire le comportement. Donc, à la place d'avoir E, tout à l'heure vous aviez sigma égale E epsilon, ben, on a une matrice comme ça. Alors, vous voyez le nombre de composantes ici, c'est quand même considérable. Donc, à chaque fois que vous avez une valeur là, c'est un paramètre matériau à définir. Là, c'est la même chose, mais on est venu simplifier. Vous voyez que le 1, 1, on a noté que c'était 1, le 2, 3, on a noté que c'était 4, etc. C'est simplement une manière d'écrire ça un peu plus simplement. Alors, il se trouve que cette matrice de rigidité ici, elle est symétrique. C'est-à-dire que je peux garder que la partie supérieure de la matrice ici. Et si je garde la partie supérieure de la matrice, ça veut dire que j'ai éliminé un certain nombre de composantes qui vont être égales. Hein. Donc, on a une symétrie par rapport à la diagonale. Mais dans le cas général de l'anisotropie, eh bien, vous avez 21 composantes à définir. Hein. Dans le cas de l'isotropie, tout à l'heure, on a défini le module Young. D'ailleurs, dans le cas de l'isotropie, si je veux caractériser le comportement de mon matériau, combien de paramètres je dois définir? Vous m'avez parlé du module Young, mais est-ce que ça suffit, le module Young, pour définir la manière dont mon matériau se comporte, dont mon matériau isotrope se comporte? Alors, pas l'allongement. Donc là, je parle des paramètres élastiques. Non. Non, là, je parle vraiment du matériau. Hein. Donc, le matériau, il n'y a pas de géométrie ou de... C'est vraiment les paramètres matériaux. Donc, pour un matériau isotrope, si vous voulez décrire son comportement, vous avez besoin de 2 valeurs. Vous avez besoin du module Young, par exemple, et du coefficient de Poisson. Non, je reste vraiment dans le domaine élastique. Hein. Je veux juste donner la manière dont le matériau va répondre dans le domaine élastique. Donc, que 2 paramètres. Donc, vous avez, par exemple, un verre, du verre, et vous souhaitez caractériser votre verre, eh bien, vous prenez 2 paramètres. Module Young, coefficient de Poisson, et grâce au module Young et au coefficient de Poisson, vous êtes capable de décrire complètement le comportement de votre matériau. D'accord? Dans le domaine anisotrope, si votre matériau est anisotrope, ce n'est pas 2 paramètres qu'il vous faut, c'est 21 paramètres. Donc, vous imaginez tester un barreau de verre, vous mesurez à la fois le module Young et le coefficient de Poisson sur le même essai, c'est facile. Par contre, si vous avez un matériau anisotrope, bah, pour caractériser 21 paramètres, bah, ce n'est pas juste un essai qu'il faut, hein, c'est des essais dans beaucoup de directions avant d'être capable de remonter à tous ces paramètres. Hein, c'est simplement pour vous indiquer cette difficulté. Où est-ce qu'il se trouve ces 21 paramètres? Ils se trouvent là. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 7, 8, 9, 10, 11, 12, et ainsi de suite, pour avoir vos coefficients qui vont être ici sur cette partie de la matrice. Donc, dans le cas général, alors, les chiffres représentent les petits éléments du cube. Alors, les chiffres, ici, représentent les faces et les directions, effectivement, du cube. C'est-à-dire, quand je note 1, 1, ça veut dire que je me situe sur la face 1 et je tire dans la direction 1. D'accord?
C'est ça que ça représente. Voilà. Et dans le cas général, donc on a 21 composants, 21 composantes. Et puis, souvent, on peut quand même faire des simplifications. Donc, il y a un premier cas de simplification qui nous intéresse dans le cas des composites, c'est l'orthotropie. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce mot, orthotropie. Ça signifie ici, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Je vais prendre un tissu qu'on viendrait imbiber de résine et donc qui formerait une plaque. Eh bien, votre tissu va répondre, donc dans le plan du tissu, vous allez pouvoir tirer dans un sens trame ou dans un sens chaîne, donc dans la direction des fibres. Si votre tissu n'est pas identique dans les deux directions, vous allez avoir des réponses différentes en fonction de la direction du tissu, enfin de la direction dans laquelle vous tirez sur le tissu. Et puis il y a une troisième direction qui est l'épaisseur. Vous allez avoir une troisième réponse dans l'épaisseur. Et bien ça, c'est typiquement de l'orthotropie. Et pour l'orthotropie, on passe de 21 paramètres à 9. Et les 9 paramètres sont assez faciles à définir. Vous avez 3 modules Young pour les 3 directions de l'espace. Direction 1, direction 2, direction 3, enfin qui se trouve d'ailleurs ici sur la diagonale. Direction 1, direction 2, direction 3. Vous avez ensuite 3 coefficients de Poisson. Le nu 1, 2, le nu 3, 1 et le nu 3, 2. Et vous avez 3 modules de cisaillement. Le mu2, 3, le mu3, 1 et le mu1, 2. Dans le cas de l'isotropie, on a dit tout à l'heure que c'était 2 paramètres, E et nu par exemple, mais pour un matériau isotrope, vous avez aussi un cisaillement. Mais ce cisaillement que vous appelez peut-être G ou mu suivant les travaux que vous avez pu faire, eh bien, dépend des 2 premiers paramètres. C'est-à-dire que dans le cas d'un matériau isotrope, le mu est égal à E divisé par 2 facteurs de 1 plus nu. Donc, on a une dépendance de ces paramètres. Je ne vous demande pas de retenir ça. Hein. Donc, dans le cas de l'orthotropie, eh ben, on a 9 paramètres indépendants. Donc, il faut caractériser ces 9 paramètres pour écrire cette matrice ici, qui est la matrice de souplesse. Et ensuite, on vient inverser cette matrice de souplesse et on obtient la matrice de rigidité. Et là, vous voyez les paramètres indépendants. Chaque fois que vous avez une couleur différente, c'est parce que c'est indépendant. Donc, vous avez toutes ces couleurs différentes. Dans le cas des composites, on a un autre cas qui nous intéresse beaucoup, c'est l'isotropie transverse. Donc là, vous imaginez votre tige de lin, elle est isotrope transverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez votre section transverse et que vous tirez dans la direction sur votre section dans différentes directions, dans le plan de la section, vous allez avoir la même réponse. Hein, c'était bien symétrique ici par rotation. Donc, quelle que soit la direction dans laquelle vous allez solliciter de manière transverse votre section de tige, vous allez avoir la même réponse. Par contre, si vous tirez dessus de manière longitudinale, vous allez avoir une réponse différente. Eh bien, ça, c'est typiquement l'isotropie transverse. Et bien, l'isotropie transverse, c'est 5 paramètres uniquement. Donc, vous voyez que vous avez des paramètres qui sont égaux. Ici, on a un C6,6, C6,6, on a le C1,2 qui est équivalent ici, le C1,1, le C2,2. Alors, le C2,2 se retrouve ici. J'aurais peut-être pu le mettre aussi en vert. Hein. Et donc, on a réduit considérablement le nombre de paramètres pour cette isotropie transverse. Et puis ensuite, on a le cas isotrope que vous connaissez beaucoup mieux, où là, on n'a besoin que de 2 paramètres indépendants, module Young, coefficient de Poisson, ou module Young, module de cisaillement, pour définir l'ensemble de ces valeurs. Donc, si je prends le module Young, coefficient de Poisson, en fait, on voit bien que le module Young est le même ici. Hein, c'est 1 sur E, 1 sur E, enfin, c'est pas 1 sur E ici, puisque c'est laissé, mais enfin, globalement, on va avoir le E qui va intervenir ici. On va avoir le nu et le E qui vont intervenir ici. Et puis là, on a une composante également de ces 2 paramètres, mais qui dépend des premiers. Hein. Donc, on n'a que 2 zones ici qui nous permettent donc de gérer cette anisotropie. D'accord? Donc, je suis conscient que ce n'est pas forcément évident pour vous de voir tous ces éléments sur l'anisotropie. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour un matériau isotrope ou un matériau anisotrope, on va devoir, dans le domaine élastique linéaire, caractériser ses propriétés mécaniques. Pour un matériau isotrope, on peut se contenter de caractériser 2 valeurs, le module Young, le coefficient de Poisson par exemple, et grâce à ces 2 valeurs, on est capable de décrire comment se comporte le matériau isotrope dans n'importe quelle situation de sollicitation ou d'orientation. Pour un matériau anisotrope, eh bien dans le cas général, ce n'est pas 2 paramètres qu'il faut, mais 21 paramètres. Et si ce matériau présente quelques symétries, comme la symétrie de rotation de manière transverse ici, ici,
eh ben, on va avoir une réduction du nombre de paramètres indépendants. Donc, de 21, on peut passer à 9 si on considère une symétrie de type orthotrope, et on peut passer ensuite à 5 si on considère une symétrie de type isotrope transverse. Voilà. Ça veut dire aussi que quand on travaille dans le domaine des composites, ben, ce sont tous ces paramètres qu'il faut définir. Hein. Et pour faire les calculs, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur la voiture ou sur la voilure d'avion, ben, si vous avez des matériaux composites, c'est pas juste 2 paramètres qu'il vous faut, c'est tous ces paramètres-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut multiplier les essais pour atteindre ces valeurs. Ensuite, on travaille sur des composites ici qui sont en matrice organique, donc qui vont dépendre aussi de la température à laquelle on va faire les essais, qui vont dépendre de la vitesse de sollicitation. Donc, si je me mets dans le cadre de la voiture, mais l'avion fonctionnerait tout autant. Cette façade avant technique qui se trouve sous capot, et en fonction du fonctionnement de la voiture, on va avoir des températures et des gradients de température qui peuvent être relativement élevés par rapport aux polymères qui sont utilisés. Et donc, la matière va répondre de manière différente suivant cette température. Donc, si on a un matériau qui est anisotrope, vous voyez déjà le nombre de paramètres. Et à cela, vous ajoutez la dépendance à la température. Donc, ça multiplie les essais pour bien décrire ce qui se passe en fonction de la température. Et puis, de la même manière, ce matériau est visqueux et donc va répondre différemment suivant que vous le sollicitez vite ou moins vite. Donc, pour une voiture, on veut aussi caractériser la manière dont elle va se comporter en cas de choc. Et en cas de choc de la voiture, vous avez une partie de la pièce qui va être sollicitée de manière très, très rapide, parce que c'est la partie qui va être directement impactée. Et puis un peu plus loin, les vitesses de déformation vont être moins grandes. Et du coup, vous avez aussi un gradient de vitesse de déformation. Et donc, il faut être capable de décrire le comportement en fonction du gradient de vitesse de déformation. Tout ça pour vous dire qu'avec un composite, vous avez un plan d'expérience qui peut être très grand si vous souhaitez le caractériser correctement. Et là, je ne parle que de l'élasticité linéaire. Je n'ai pas parlé du tout de la manière dont le composite va se comporter dans un contexte non linéaire quand on va sortir du domaine d'élasticité. Donc, c'est simplement pour vraiment vous indiquer que quand on veut caractériser correctement un matériau composite, il faut faire les choses très, très proprement et bien être conscient qu'il y a beaucoup de paramètres à caractériser avec des conditions environnementales qui peuvent être relativement sévères. Voilà. On va s'arrêter là, 16h15 pour aujourd'hui. On poursuivra demain. Je reviendrai rapidement sur l'anisotropie pour qu'on fasse des petites révisions là-dessus. Et puis on poursuivra ensuite sur les autres propriétés avant d'aller plus avant sur cette présentation. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, vous avez des questions ? Je pense que je vous ai assommé avec l'anisotropie.